Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous voir, même si c'est de façon virtuelle aujourd'hui. Et on a le plaisir d'accueillir Damiano Lombardi, qui est du projet, de l'équipe projet INRIA Comédia, associé à l'INRIA Paris et au laboratoire Jacques Williams. Et donc, il va nous parler d'Adaptive Tensor Method for Scientific Computing. Damiano, à toi. Merci, bonjour à tous et merci aux organisateurs pour cette invitation. Je travaille dans l'équipe Comédia sur des problèmes d'assimilation des données liés aux applications en ingénierie biomédicale sur les systèmes cardiovasculaires. Et ces problèmes motivent un certain intérêt pour des questions plus méthodologiques. Donc, depuis 5 ans, je m'intéresse à la mise au point des méthodes de discrétisation parcimonieuse pour des problèmes en dimension élevée basé sur des méthodes tensorielles. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter deux idées qui sont liées à cette activité. Et ce sont des travaux en collaboration avec Virginie Lacher, Laura Grigori, Olga Mula, Maria Fuente, qui a commencé sa thèse l'année dernière, et Oussama Aldaz, qui est un ancien doctorant du laboratoire et qui est maintenant à Rutherford Appleton. Donc, j'ai parlé de problèmes en dimension élevée. Je vais commencer à être un peu plus spécifique, puisque les problèmes en dimension élevée sont une classe très vaste de problèmes et que l'on rencontre dans de nombreuses applications en sciences, en ingénierie, en économie. Je vais en particulier m'intéresser aux problèmes qui sont liés aux équations aux dérivées partielles. Et donc, quand il s'agit d'EDP, on retrouve la dimension élevée principalement dans deux contextes. Le premier, c'est quand on souhaite étudier et approcher les solutions des systèmes paramétriques d'EDP. Ce sont des systèmes d'EDP pour lesquels la solution est une fonction U qui dépend des variables typiquement d'espace X dans R1, R2 ou R3, le temps T et d'un certain nombre de paramètres, θ1 jusqu'à θp. Et donc, quand il s'agit de proposer, par exemple, ou d'aborder des applications en quantification d'incertitude, assimilation de données ou optimisation, on pourrait être intéressé à approcher la solution U pour un très grand nombre de valeurs des paramètres, donc avoir une idée du comportement global de l'ensemble de solutions. L'autre contexte, ce sont les EDP en dimension élevée, c'est-à-dire que la solution U est une fonction qui dépend de plusieurs variables, x1, x2 jusqu'à xd, et ces variables jouent un peu toutes le même rôle. C'est typiquement le cas pour les équations que l'on retrouve en théorie cinétique ou par exemple en mécanique quantique où le nombre de variables peut devenir très très grand. Alors la difficulté majeure pour approcher ces solutions est ce que l'on appelle la malédiction de la dimension. Ça, c'est un terme qui a été introduit par Bellman à la fin des années 40 du siècle dernier et qui traduit une véritable difficulté intrinsèque pour construire cette approximation. Alors, imaginez qu'on doit construire un schéma pour approcher un élément qui appartient à la boule unitaire d'un espace de Sobolev WKP de oméga d'un RD. Alors, si on va noter par epsilon l'erreur de cette approximation avec n le nombre de degrés de liberté qu'on doit utiliser, on trouve que epsilon est en gros proportionnel à n à la puissance moins k sur d. Alors, deux aspects qui nous parlent de cette criticité. Le premier, c'est que le nombre de degrés de liberté n doit croître exponentiellement vite avec la dimension pour essayer de respecter une certaine erreur. Le deuxième aspect, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de liberté qui nous reste dans cette relation. Epsilon, c'est l'erreur et l'erreur est déterminée par l'application. C'est l'application qui décide quelle est l'erreur pertinente qu'on doit essayer d'attendre. La régularité des solutions dépend souvent de la physique, elle dépend du problème. Et D est la dimension, et donc ça aussi, ça dépend du problème. Donc vous voyez que cette relation, elle est assez simple, mais elle nous dit que nous ne pouvons pas essayer d'approcher les solutions de ces deux problèmes, de ces deux classes de problèmes, en utilisant des méthodes classiques de discrétisation. Alors, il y a une question fondamentale qui se pose, peut-on échapper à la malédiction de la dimension? La réponse est oui, si le problème est d'accord. C'est-à-dire si le problème nous le permet. On commence par remarquer que nous avons un problème spécifique à résoudre. Donc, nous ne sommes pas intéressés à construire un schéma pour n'importe quel élément de l'espace de Sobolev WKP. Nos solutions sont certes des éléments de WKP, mais elles sont aussi solutions d'un problème spécifique, probablement pour des conditions
initiales et des conditions au bord bien spécifiques et pour des ranges de paramètres bien déterminés. Et alors, il se peut que l'ensemble des solutions auxquelles on est intéressé est beaucoup plus anisotrope que la boule unitaire de WKP. Alors, si cela est le cas, ça signifie que nous avons espoir de pouvoir construire une approximation pour laquelle le nombre de degrés de liberté, en fonction de l'erreur, a une relation qui est beaucoup plus favorable par rapport à celle que j'ai montrée tout à l'heure. Alors, il y a plusieurs manières d'aller chercher cette approximation. Une manière est une manière que l'on appelle a posteriori. C'est typiquement la stratégie que l'on utilise pour de la réduction des modèles. Je ne vais pas parler de ça aujourd'hui. Il y a une manière a priori de chercher cette approximation. La manière a priori de procéder se déroule en 3 étapes. La première consiste à essayer de proposer une structure, une représentation de la solution, une structure de l'approximation avec laquelle on va chercher d'approcher la solution du problème. Ensuite, il y a une deuxième étape dans laquelle on doit déterminer si cette structure elle est tout à fait convenable pour approcher les solutions du problème et si elle est efficace. C'est-à-dire, pour cette structure, on essaie de déterminer la relation qu'il y a entre l'erreur et le nombre de degrés de liberté qu'on doit utiliser. Et on essaie de déterminer si elle est beaucoup plus favorable que la relation que j'ai montrée tout à l'heure. Si la réponse à ces 2 questions elle est positive, il y a une 3e étape, il faut la calculer en pratique, et donc il faut voir de combien de ressources on a effectivement besoin en termes de mémoire et de nombre d'opérations pour construire l'approximation et la calculer en pratique. Les méthodes du type tenseur font partie de cette catégorie de méthodes, avec d'autres méthodes qui sont actuellement très utilisées, comme par exemple les approximations compositionnelles par réseau et d'autres formes d'approximation, d'autres types de méthodes. Alors, si on devait dire en 2 mots, décrire en 2 mots les méthodes tensorielles, on pourrait dire qu'il s'agit d'une manière systématique d'essayer d'exploiter le principe de séparation de variables pour construire l'approximation de la solution. Je vais introduire maintenant la notation et quelques idées fondamentales qui seront ensuite utiles pour décrire les 2 idées que je vais présenter tout à l'heure. Alors, comme j'ai dit, l'intérêt principal est d'appliquer les méthodes tensorielles pour approcher des fonctions en dimension élevée. Donc, je vais introduire une notation qui est assez adaptée pour cet objectif. Donc, D est appelé l'ordre du tenseur, c'est un entier positif qui est le nombre des variables qu'on doit utiliser. M1, M2 jusqu'à MD, ce sont des entiers positifs qui décrivent la dimension de chacun des domaines. Et la particularité, c'est qu'on va s'intéresser à des fonctions qui sont définies sur un domaine qui est le produit cartésien de D domaines, oméga 1 jusqu'à oméga D. Et ici, oméga I est contenu égal à RMI. Remarquez qu'il ne s'agit pas juste d'intervalles ou de cubes et d'hypercubes. Les domaines oméga 1, oméga D peuvent avoir une géométrie quelconque. Et alors, une fonction, donc un tenseur f, pour nous, ce sera une fonction multivariée, une fonction qui dépend de plusieurs variables, f, définie de oméga à valeur d'un r, et qui associe un x, f de x1 jusqu'à xd. Quel est le lien avec les tenseurs qu'on voit en discret avec les notations discrètes? Eh bien, si on introduit une discrétisation de la fonction f, et on peut le faire en considérant des discrétisations séparées pour les différentes directions, potentiellement aussi hétérogènes, on se retrouve avec un objet qui a la forme de l'objet qui est représenté sur la droite, donc un tenseur discret pour une fonction qui a 3 variables. Donc ça, c'est le lien qu'on a entre un tenseur défini ici comme une fonction et les tenseurs qu'on voit souvent décrits en discret avec une notation discrète. Donc, j'ai besoin d'introduire maintenant une notation pour ce qu'on appelle un produit tensoriel pur ou un tenseur de rang 1. Il s'agit d'une fonction de des variables qui est le produit des fonctions qui dépendent d'une seule variable. Donc, j'utilise la notation qui est indiquée ici en bas et donc, c'est une fonction, on associe à x1, x2, xd, u1 de x1 fois u2 de x2 fois jusqu'à ud de xd. Très bien, donc la question fondamentale que l'on se pose est la suivante. On a une fonction f, imaginons que la fonction f de plusieurs variables soit donnée. Comment peut-on construire une approximation de f par séparation de variables? Alors, quand on pense au principe de séparation de variables, le format
dans lesquels on le pense à un nom et c'est ce que l'on appelle le format canonique ou canonical polyadic. Donc ça, c'est la manière la plus simple avec laquelle on peut construire le principe de séparation de variables. Ici, je fais un exemple juste avec une fonction qui dépend de trois variables, u de x1, x2, x3. On peut l'écrire comme une somme pour i qui va de 1 à n, de n produits tensoriels purs, c'est-à-dire de produits de fonctions qui dépendent d'une seule variable. RI1 dépend juste de x1, RI2 de x2, RI3 de x3. Le nombre n de termes qu'on utilise est appelé le rang ou le sépérant du tenseur. Alors, quel est le but? Donc, imaginez de construire une discrétisation de u de x1, x2, x3. Si on a grand I1 degré de liberté pour la direction 1, grand I2 pour la direction 2, grand I3 pour la direction 3, le nombre total des degrés de liberté serait égal au produit I1 fois I2 fois I3. Si on construit l'approximation par séparation de variables et si le nombre de termes n est petit, on voit que le nombre de degrés de liberté est petit n fois la somme de 3. Donc, potentiellement, on arrive à gagner énormément en termes du nombre de degrés de liberté qu'on doit utiliser. Il y a une question centrale en approximation qui est la suivante. Étant donné une fonction, est-ce qu'on peut construire son approximation séparée, la meilleure approximation séparée en utilisant k termes? C'est ce que l'on appelle construire la best Rankine approximation. En fait, il y a une réponse pour deux variables. Le théorème de Eckart-Jung nous assure existence, unicité et optimalité de cette approximation. Pour plus que deux variables, les choses se passent beaucoup moins bien. Et en fait, il y a ce travail de Silva et Lim en 2008 qui montre que le problème est mal posé. Il y a plusieurs résultats théoriques dans cet article. Je vais juste montrer un exemple qui nous parle un peu du caractère mal posé de ce problème. Imaginez qu'on a un tenseur A qui se construit comme la somme, donc c'est un tenseur de rang 3, qui se construit comme la somme de trois produits tensoriels purs indiqués ici. On construit une suite approximante A petit n pour n entier qui a la forme suivante. Alors on fait deux remarques. AN converge vers A. Vous pouvez introduire plusieurs normes. On peut constater que la norme de A moins AN tend vers 0. En fait, on remarque que les tenseurs AN sont des tenseurs de rang 2. Donc, on peut construire une suite de tenseurs de rang 2 qui convergent vers un tenseur de rang 3. De plus, la norme de AN est finie pour tout n, mais la norme de deux termes de AN, elle n'est pas bornée. Donc, pour n qui tend vers l'infini, la norme de deux termes n'est pas bornée. Ces deux caractéristiques nous parlent du caractère mal posé. Donc, si on va chercher une approximation de rang k d'une fonction par séparation de variables écrite de cette manière, on aura de problèmes et on n'arrivera pas à la construire d'une bonne manière. Il y a deux travaux récents sur des extensions potentielles de l'analyse de ce problème. Par le même auteur avec Chi et Michalek sur les différences entre le monde réel et le monde complexe pour le problème de la meilleure approximation de rang K, et un article de Drasma, Ottaviani et Tocino, c'est un article de géométrie algébrique sur une extension potentielle du théorème de Eckart-Jung pour ce problème. Donc, on ne peut pas chercher sous cette forme une meilleure approximation de rang K. Il y a deux manières de procéder. La première, c'est de regarder s'il est possible d'avoir une bonne approximation juste avec un terme, donc une approximation de rang 1. La deuxième, c'est de changer la manière dont on écrit le principe de séparation de variables. Alors, pour les problèmes de rang 1, donc on a une fonction, on essaie de l'approcher par juste un produit tensoriel pur, les choses se passent beaucoup mieux. Donc ici, j'ai mis trois articles assez intéressants, les deux derniers articles par Markus Mackmayer et ses co-auteurs et Novak et Rudolph. C'est une étude d'approximation quand il s'agit d'approcher un produit tensoriel pur par des valeurs ponctuelles, ce qui nous parle aussi de la possibilité d'approcher des produits tensoriels purs. Alors, quelle est une possible stratégie? Au lieu de chercher directement une approximation de rang K, on va la transformer avec un algorithme glouton dans une suite d'approximations de rang 1. Ça, c'est l'idée centrale qui est à la base de la méthode PGD, Proper ou Progressive Generalized Decomposition. Donc, on commence par une approximation T0
Et ensuite, quand on est à l'étape K de la méthode, on a construit une approximation de rang K, on va rajouter un produit tensoriel pur, et donc on va chercher le produit tensoriel pur comme le terme qui va minimiser l'erreur de l'approximation. Et ensuite, on considère l'approximation à l'itération K plus 1 comme étant l'approximation à l'étape K à laquelle on va rajouter le produit tensoriel pur. Alors, avantage de cette manière de procéder, le rang n'est pas fixé a priori. Ça, c'est assez important lorsqu'il s'agit de l'appliquer dans des applications où on ne doit pas juste approcher une fonction donnée, mais résoudre un problème par ce principe. En particulier, quand on a des applications, on a souvent de critères d'erreur. Il n'est pas facile de déterminer a priori une borne précise du rang en fonction de l'erreur. Donc, avoir une méthode de ce type-là pourrait être avantageux pour produire ce type d'approximation. On a fait un travail en collaboration avec Virginie Lacher et Maria Fuente sur une manière d'aller construire ces approximations de rang 1 en proposant une méthode alternative par rapport à la méthode qui est la plus utilisée, qui est la méthode ALS. Je ne vais pas parler de ce travail aujourd'hui. J'ai aussi cité ici des travaux sur la méthode PGD. Il y a de nombreux travaux sur cette méthode aussi concernant les applications. Ce sont 4 travaux qui marquent des étapes sur la compréhension de cette méthode. L'alternative à ça, c'est de changer la manière dont on écrit le principe de séparation de variables et d'introduire de nouveaux formats de tenseurs. Je n'ai pas beaucoup de temps aujourd'hui pour introduire toutes ces méthodes. Je vais juste parler rapidement de l'idée sur laquelle toutes ces méthodes se basent. C'est une idée qu'on a déjà évoquée. Pour 2 variables, Eckart-Jung assure stabilité et optimalité. Alors, si on a une fonction de 3 variables, u de x1, x2, x3, on peut la voir comme une fonction de 2 variables, par exemple, construire M1, qu'on appelle l'unfolding 1 du tenseur, qui est u de x1 et y1, où y1 regroupe les variables x2 et x3. Et alors, on peut aller chercher la meilleure approximation de rang N1 de M1, et on peut faire la même chose pour les variables M2, M3. On va retenir les modes R pour chacune de ces décompositions. Et une fois qu'on a ces bases séparées pour les fonctions de x1, x2, x3, on peut tout simplement projeter la fonction qu'on veut approcher sur ces bases. Cette méthode s'appelle la méthode de Thacker et la méthode que je viens de décrire est la méthode de Thacker HOSVD qui est décrite dans cet article de Lieven de la Tower et ses co-auteurs dans l'année 2000. La manière dont on va utiliser l'optimalité de Eckart-Jung et la séquence des approximations va déterminer les formats tensoriels. Il y en a des dizaines d'arbres tensoriels, par exemple, les formats Thacker hiérarchiques, les formats des tensor train, etc. J'ai mis ici juste 3 références. Dans les 2 dernières références, par Markus Bachmeier et ses co-auteurs, on a la description de comment on peut utiliser ces méthodes avec des formats qui sont plus sophistiqués par rapport au format CP pour aborder la résolution de systèmes d'équations dérivées partielles. Alors, un premier travail que nous avons fait en collaboration avec Virginie Lacher porte sur l'utilisation d'une méthode du type tenseur pour résoudre l'équation le système de Vlasov-Poisson. Ça, c'est un travail pour résoudre une équation en théorie cinétique, un premier travail. Donc, il y a 2 travaux dans la littérature par Katharina Korman et Lukas Enkemmer et Christian Lubitsch. Nous avons utilisé une méthode qui se construit comme une modification de la méthode PGD et qui rappelle dans l'esprit la méthode proposée par Wolfgang Dahmen et Markus Bachmeier, même si on a utilisé un format légèrement différent pour s'adapter un peu aux caractéristiques de l'équation de Vlasov-Poisson. La première étape, comme je dis, c'est de poser une forme d'approximation, une structure de l'approximation. Donc, on va chercher f, donc la solution du problème, sous cette forme-là, donc comme une somme pour k qui va de 1 jusqu'à nt, et le nombre de termes va évoluer en temps, de fonctions qui dépendent de xt et fonctions qui dépendent de v et de t. On va modifier l'itération PGD pour calculer en pratique cette approximation en essayant de minimiser les résidus du système de Vlasov-Poisson et en temps, on va utiliser un intégrateur symplectique du type Strömer-Verlet.
nous avons pu montrer la stabilité de ces résultats sous certaines hypothèses sur les espaces et les opérateurs qui apparaissent dans le système. On peut montrer que sous cette condition, la méthode converge vers la solution du système de Vlasov-Poisson. Je ne vais pas rentrer dans les détails puisque les résultats de ce travail sont utiles pour introduire, pour donner une motivation pour les deux idées que je vais présenter tout à l'heure. Un cas test qu'on a pu faire passer, c'est un Landau damping en 3D, pour lequel le nombre de degrés de liberté dans l'espace des phases était supérieur à 60 milliards, ce qui correspond, si on voulait le stocker, à 550 gigas par pas de temps. Donc, on aurait eu un stockage complexive supérieur au pétabyte. Et en fait, on a pu faire tourner ce calcul et obtenir des résultats assez encourageants en respectant les caractéristiques du Landau damping 3D. Mais on a commencé aussi à voir quelques limitations de l'approche. En particulier, on va creuser un petit peu plus et on va se demander si l'approche elle est efficace pour tout temps. Et en fait, on se rend compte quand on regarde le rang, c'est-à-dire le nombre de termes qu'on va utiliser pour l'approximation en fonction du temps, qu'en temps court, la méthode elle est assez efficace et quand le temps commence à devenir grand, le rang augmente et donc aussi l'efficacité commence à se détériorer. Alors, pourquoi ce comportement? On peut en avoir un aperçu quand on regarde cette solution qui est une solution d'un cas test qui s'appelle la Double Stream Instability en un D1D. Donc ici, vous voyez sur l'axe des Y, c'est l'espace, l'axe des X, c'est la vitesse. Et donc, en temps court, on voit que la solution se tensorise parfaitement. Mais en temps long, on voit apparaître cette structure qui est un tourbillon et donc en temps long, la solution ne peut pas s'écrire de manière parcimonieuse, de manière séparée. Comment on peut essayer de s'affranchir de cette limitation? Alors, on peut commencer à regarder plusieurs solutions d'EDP et remarquer que peut-être que c'est vrai qu'une décomposition séparée globale n'est pas très efficace, mais si on pouvait, pour des tenseurs d'ordre modéré, partitionner les domaines en plusieurs sous-domaines et donc les tenseurs en plusieurs sous-tenseurs, pour chacun, on pourrait avoir une approximation de rang faible. Ça, c'est l'idée principale que nous avons essayé d'étudier en collaboration avec Virginie Lacher, Laura Grigori et Ao Song. Donc, on a un tenseur F donné que l'on souhaite approcher et on pourrait l'écrire comme une somme pour i qui va de 1 à n de produits tensoriels purs. Donc, on a vu que si n devient très grand, cette écriture, donc cette manière d'approcher f, elle n'est pas du tout efficace. Alors, l'idée, c'est de commencer à construire une partition conforme du domaine. Donc, on a une partition du domaine, donc des sous-domaines oméga i pour i qui va de 1 jusqu'à md. Et les partitions oméga i s'écrivent comme le produit cartésien de oméga i1, 1 jusqu'à oméga i dt. C'est une partition conforme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'overlap. Donc, la mesure des intersections, elle est nulle et la réunion est égale à tous les domaines. Et donc, on va essayer de construire une approximation tensorisée par morceau de la fonction f. C'est-à-dire que quand on considère la restriction de f au sous-domaine oméga j, on va essayer de l'approcher par un format du type CP ou par exemple du type Tucker comme on a fait dans cet article. Alors, l'idée semble être assez naturelle quand on regarde certaines solutions des équations aux dérivées partielles, par exemple des systèmes aussi paramétriques. La question que l'on se pose est, très bien, est-ce qu'on peut avoir une confirmation que ce principe effectivement nous permet de trouver des rangs NJ qui sont petits? Alors ça, c'est un peu le sens de ce premier résultat théorique. Donc, si on a une fonction f qui appartient à la boule unitaire de WKP et on souhaite construire une approximation tensorisée par morceau, on souhaite certifier l'approximation en norme LQ, c'est-à-dire qu'on veut que l'erreur en norme LQ de f moins l'approximation par morceau soit plus petite ou égale à un epsilon donné. Le résultat de la proposition dit que si l'embedding WKP-LQ est compact, donc si on a toutes les hypothèses du théorème de Renlich-Kondrakov qui sont respectées, alors il est possible de construire une approximation certifiée
Et dans chacune, donc il existe une partition pour laquelle le rang à l'intérieur de chacune des partitions ne peut pas être plus grand que le rang grand R qui est indiqué ici. Alors, la preuve de ce résultat s'est fait, donc c'est une preuve constructive qui se base sur les résultats de cet article de Edmund et Soon, qui est un article qui fait partie d'une série d'articles qui vise à étendre les résultats de l'article de Birman et Solomiak de 1967 pour l'étude de nombre d'entropie pour les espaces de Sobolev. Donc, nous avons adapté les preuves qui sont proposées dans ce contexte pour arriver à prouver les résultats. Alors, ce résultat est un résultat qui s'adapte pour des tenseurs d'ordre modéré. Donc, quand le nombre de variables est 4, 5, 6, et quand on regarde la manière dont on a prouvé les résultats, on se rend compte que le résultat est un peu suboptimal. Donc, on pourrait espérer faire mieux, donc espérer d'améliorer ce résultat théorique. Néanmoins, pour des embeddings qui sont assez significatifs pour les applications qui nous intéressent, on a un résultat qui est assez encourageant. Donc, pour H1 dans L2, par exemple, on a qu'il existe des partitions pour lesquelles un produit tensoriel pur pour chacun des sous-domaines suffirait. Alors, ce résultat est assez encourageant. Ça nous dit qu'effectivement, ça a un sens d'aller chercher une approximation tensorisée par morceau. La question est comment peut-on la construire, comment peut-on trouver la partition et comment on peut construire l'approximation dans cette partition. Alors, la méthode qu'on a proposée en collaboration avec Laura, Virginie et Ao travaille en norme L2. Donc, elle est divisée en deux étapes. Dans la première étape, on va considérer la partition la plus fine que nous pouvons construire sur les domaines séparés. Donc ici, je vais représenter juste pour deux variables. Donc, imaginez que les domaines soient le produit cartésien de deux intervalles réels. Et donc, on aurait que chacun des sous-domaines est le carré. Alors, on va construire une approximation par morceau dans chacun des carrés. La première question à laquelle il faut essayer de répondre est, très bien, comment va-t-on répartir l'erreur dans chacun des sous-domaines? Il y a deux possibilités. Soit on va le répartir de manière uniforme, soit on va essayer de le répartir sur la base d'un principe de parcimonie. On a adopté cette deuxième stratégie et ce choix est loin d'être anecdotique en ce qui concerne les résultats qu'on peut obtenir. C'est-à-dire que le deuxième choix s'est révélé beaucoup plus efficace que le premier. En particulier, on va procéder d'une manière avec une méthode du type glouton. On va considérer, donc on va démarrer de l'approximation nulle et on va considérer quelle est la contribution à l'erreur de chacun des sous-domaines qui sont représentés ici. On va rajouter un terme tensoriel pur pour le sous-domaine qui contribue le plus à l'erreur. Et on va s'arrêter quand l'erreur globale est inférieure à epsilon. Très bien, donc on va terminer cette phase quand on a construit une approximation qui respecte les critères d'erreur. Maintenant, la question est, très bien, on a trouvé une partition, elle n'est pas forcément la partition optimale vis-à-vis de la compression. Donc peut-être qu'on peut adapter la partition pour essayer d'avoir une représentation la plus compacte possible de notre fonction. Ça, c'est le but de la deuxième phase qui se base sur la construction d'un arbre hiérarchique. Alors, encore une fois, si on a une fonction de deux variables, ici je représente les domaines, on va construire un arbre hiérarchique des partitions. Ici, on a 4 partitions qui appartiennent ensuite au même nœud de l'arbre hiérarchique. On va essayer de fusionner les 4 approximations ici de ces 4 sous-domaines et on va essayer de se poser la question, est-ce qu'on peut fusionner ces 4 approximations en respectant évidemment les critères d'erreur, de telle sorte à ce que l'approximation au niveau du nœud, donc l'approximation fusionnée, elle a une mémoire, elle comporte une mémoire plus petite par rapport aux 4 approximations séparées. Si la réponse est positive, on va fusionner les 4 sous-domaines. Si la réponse est négative, on garde les sous-domaines séparés. On procède de cette manière jusqu'à ce qu'on a testé tous les nœuds de l'arbre. Alors, je vais juste montrer un résultat rapidement sur cette méthode. Alors, ça, c'est le film de la solution de la Double Stream Instability que j'ai montré tout à l'heure, où on a considéré la solution en vitesse, espace, temps. Étant donné cette solution, on essaie de construire son approximation tensorisée par morceaux et on essaie de voir si la méthode est capable de nous dire
qu'en temps court, une approximation tensorielle globale suffirait, alors qu'en temps long, il faut partitionner. C'est exactement ce qui va se passer. Donc, la figure qui est au centre représente la fin de la première étape. Donc, on a partitionné un sous-domaine. Et donc là, vous voyez que l'erreur se répartit de manière non uniforme sur les domaines. Et on optimise la partition. Et là, vous voyez qu'en temps court, effectivement, on a un tenseur global, donc juste de produits de fonctions qui dépendent de x et de v qui suffisent pour donner une bonne représentation de la solution. Et en temps plus long, on commence à partitionner, à considérer des approximations tensorisées par morceaux. Ça, c'est un premier travail pour essayer d'adapter à certains contextes la représentation des fonctions pour essayer de pallier à certaines des difficultés que nous avons constatées lors du premier travail sur la solution de Vlasov-Poisson. Maintenant, il y a aussi une autre question qui se pose, c'est de dire, très bien, donc, étant donné une fonction, on arrive à construire son approximation, mais que se passe-t-il quand on doit résoudre des problèmes? Ça, c'est l'objectif de l'étude de problèmes multilinéaires. Donc, quand on a des fonctions de plusieurs variables, une classe de problèmes que l'on rencontre très fréquemment, c'est la classe de problèmes que l'on appelle multilinéaire. Donc, je vais introduire un peu de notation. Donc, on a des opérateurs et on va définir le produit tensoriel d'opérateurs de cette manière. On va le définir en considérant l'action de l'opérateur sur un produit tensoriel pur. Donc, on a un produit tensoriel d'opérateurs, A1, produit tensoriel avec A2, produit tensoriel avec AD, qui agit sur un produit tensoriel pur. Et il agit de cette manière. Donc, A1 agit sur U1, A2 sur U2 et AD agit sur UD. Un problème multilinéaire est un problème qui peut s'écrire de cette manière. La somme pour I qui va de 1 à L des produits d'opérateurs appliquée à une fonction U est égale à une fonction donnée F. Alors, pour se convaincre que c'est une structure que l'on rencontre assez fréquemment, je vais montrer deux exemples. Le premier, c'est une équation aux dérivées partielles paramétriques. Donc, ici, on a une équation de la chaleur. On considère l'ensemble de solutions pour x, la variable d'espace, t, les temps, et nu, le paramètre de diffusion. Alors, on peut réécrire le problème de cette manière où on fait intervenir la somme des deux opérateurs et vous voyez qu'on peut écrire les problèmes exactement comme la forme abstraite que j'ai présentée tout à l'heure. Pour les équations à dimension élevée, on va considérer un problème de Poisson pour une fonction U qui dépend de x1 jusqu'à xd sur un domaine qui est le produit cartésien de plusieurs domaines. Et là, vous voyez que quand on discrétise ce problème, on retrouve encore cette forme. C'est évidemment une forme qui n'est pas générale. Il y a des problèmes non linéaires, il y a des problèmes qui ne peuvent pas s'écrire de cette manière, mais c'est une première classe de problèmes très importante et que l'on retrouve très fréquemment. Alors, dans la littérature, il y a plusieurs méthodes qui ont été proposées pour aborder la résolution de ces problèmes. De loin, la technique la plus utilisée, surtout quand on utilise la méthode PGD que j'ai présentée rapidement tout à l'heure, est la méthode que l'on appelle ALS. Je le rappelle, dans la méthode PGD, on veut rajouter un terme qui est un produit tensoriel pur à chaque étape de la méthode et on va le chercher en essayant de minimiser les résidus. Si on écrit les équations d'Euler-Lagrange associées à cette étape de la méthode PGD, on trouve un système qui est non linéaire couplé. Et alors, une manière efficace de les résoudre, c'est une manière itérative qui s'appelle ALS et qui est une stratégie du type point fixe pour résoudre ce système non linéaire. Ici, j'ai mis juste 3 articles sur la méthode ALS. Et c'est une méthode qui marche assez bien, mais qui a quelques limitations, surtout au niveau de la vitesse de convergence, lorsque le nombre de variables commence à devenir grand. C'est-à-dire pour plus de 5, 6 variables, on commence à constater que parfois on a des problèmes au niveau de la vitesse de convergence. Une autre méthode, c'est la méthode qui est appelée Alternating Minimal Energy, qui a été proposée par Sergei Dolgov et ses co-auteurs. Et c'est une méthode qui est utilisée surtout en combinaison avec une méthode, un format qui s'appelle TensorTrain, qui est un des formats les plus utilisés pour essayer d'approcher les solutions des équations. Ces deux classes de méthodes, la méthode ALS et la méthode Alternating Minimal Energy, s'écrivent naturellement et ont des propriétés optimales lorsque les formes bilinéaires associés aux opérateurs qui constituent le problème multilinéaire sont symétriques.
Pour des problèmes symétriques, s'écrivent très naturellement. Il y a des extensions qui ont été proposées dans la littérature pour des problèmes non symétriques. Parfois, la convergence de ces méthodes pour des problèmes non symétriques peut être altérée. Une idée qui est assez naturelle, c'est de proposer une extension des méthodes de Krylov pour des problèmes multilinéaires. En fait, si on regarde l'expression des méthodes multilinéaires, c'est assez facile de construire et de calculer les résidus. Et on peut construire très facilement une analogie des méthodes du type Krylov que l'on utilise pour les systèmes linéaires. C'est ce qui est fait dans ces travaux, surtout par Daniel Krasner et Lars Grasedick. Ce sont des méthodes qui sont très utilisées, surtout la méthode GEMRES avec, encore une fois, des méthodes du type TensorTrain. Très intéressant, un travail proposé par Peter Benner, Thomas Richter et Roman Weinhardel sur l'utilisation des méthodes de Richardson, l'itération de Richardson et de Chebyshev pour résoudre des problèmes multilinéaires, surtout appliqués à des problèmes de systèmes paramétriques d'EDP qui décrivent de l'interaction fluide-structure. Alors, ce travail est assez intéressant puisqu'on voit que des itérations très simples, comme la méthode de Richardson, ont des performances qui sont étonnamment bonnes comparées à des méthodes plus sophistiquées comme les méthodes du type Krylov. C'est un constat aussi que nous avons fait au cours du projet de fin d'études de Maria Fuente quand on a commencé à étudier un problème du type Delmholtz. On a testé des techniques du type Krylov et d'autres types de stratégies et on voit que parfois, pour certains problèmes, des stratégies plus simples semblent mieux se comporter pour des problèmes multilinéaires. C'est un phénomène qui est assez intéressant, donc on a commencé à y travailler et en particulier, on peut se poser cette question. Donc, on a plusieurs méthodes pour des systèmes linéaires. Ce serait assez naturel de commencer à construire des analogies. Et en fait, la première classe de méthodes qui ont été proposées pour résoudre de manière itérative des systèmes linéaires, ce sont les itérations de Jacobi et de Gauss-Seidel. Le constat de base, c'est que pour des systèmes linéaires, si la structure du système est diagonale ou triangulaire, on peut résoudre très facilement le système linéaire. Et alors, on peut transformer la résolution d'un système linéaire avec des itérations dans une séquence de résolution des systèmes diagonaux ou triangulaires. Alors, la question se pose directement, donc pour les systèmes multilinéaires, quelles seraient les structures qu'on arrive à résoudre très facilement et qu'on pourrait utiliser pour construire des méthodes itératives? Alors, il y en a plusieurs. Alors, une qui se résout très facilement et qu'on pourrait utiliser comme brique de base pour construire des itérations, ce sont les opérateurs de rang 1 inversibles. C'est-à-dire, si on a un produit d'opérateurs, comme je l'ai défini tout à l'heure, appliqué à une fonction U qui est égale à une fonction qui ici j'écris avec un format CP, alors la solution peut s'écrire directement de cette manière. Deux remarques. Alors, la première, c'est que ici, je l'ai écrit juste pour des raisons de notation et de simplicité de notation en format CP. Pour tous les formats qui se basent sur des fibres comme Thacker, Hierarchical Thacker ou TT, ça va être exactement la même chose. Donc, c'est-à-dire qu'on doit résoudre des problèmes linéaires pour chacun des opérateurs A1, AD avec de termes de droite multiples qui correspondent à toutes les fibres dans plusieurs directions de ces systèmes. L'autre avantage, c'est que pour cette itération, donc pour cette résolution, on peut utiliser les méthodes que l'on connaît pour résoudre les problèmes A1, AD séparément. Et donc, si pour les problèmes dont l'opérateur est A1, on connaît des méthodes qui sont très efficaces et qu'on a déjà étudiées auparavant, on peut les exploiter, on peut les utiliser dans ce type de méthode. Maintenant, la question est, très bien, comment peut-on construire des itérations avec cette brique de base? Donc ça, c'est l'idée que je vais montrer maintenant. C'est une idée qu'on a commencé à explorer et donc on a une collaboration avec Oussam Aldaz sur comment construire cette itération. L'idée de base sur laquelle on était parti, c'est comment on peut concevoir une itération de Jacobi basée sur ce principe. Et alors, on va faire une hypothèse. Donc, l'opérateur qui apparaît comme somme d'opérateurs de rang 1 dans les problèmes multilinéaires est une somme d'opérateurs de rang 1 inversible. Donc, on va faire cette hypothèse au début. On a x0 qui est une solution initiale. La première étape de la méthode consiste à résoudre L problème de rang 1. Alors, on va noter les résidus à la kème itération de la méthode par RK. Ça, c'est F moins A, l'opérateur multilinéaire, fois la solution X à l'étape K.
on va considérer la norme ici qu'on va noter par norme f du résidu comme une discrétisation de la norme 2 du résidu. Et on commence à résoudre une séquence de i problèmes pour chacun des termes de la somme des opérateurs de la forme suivante. Donc, AI, yi est l'inconnu de ce problème, plus la somme pour L différente de i jusqu'à L de AL xk est égale à au right-hand side f. Donc, la solution de cette étape nous dit tout simplement que yi est xk plus la résolution AI moins 1 appliquée au résidu. C'est comme si on allait résoudre L problème pour un terme de droite qui est le résidu à l'étape précédente et on rajoutait xk. Une fois qu'on a obtenu les solutions yi, comment on va construire la solution à l'étape k plus 1? Eh bien, on considère xk plus 1 comme étant une combinaison linéaire de xk et des yi. Et on va essayer d'optimiser la combinaison linéaire pour minimiser la norme du résidu. Alors, ça, c'est une itération qu'on peut considérer comme une analogue d'une itération de Jacobi pour des systèmes multilinéaires. Il y a des analogies importantes avec la méthode de direction alternée qu'on utilise pour résoudre des systèmes linéaires. Très belle observation d'Eussam. Étant donné cette itération, on peut construire une extension très simple sur laquelle nous sommes en train de travailler qui permet d'établir une analogie avec des méthodes de Krylov étendues pour la résolution des systèmes linéaires et qui permettrait de comprendre aussi certaines propriétés que nous avons vues lors des expériences numériques que je vais montrer tout à l'heure. Alors, la première étape, c'est d'analyser cette itération. Alors, on procède comme on procède pour les méthodes itératives pour les systèmes linéaires. Première étape, si la méthode converge, elle converge vers la vraie solution du problème. Donc ça, c'est une première proposition qu'on a pu démontrer. La deuxième, c'est quand on considère la suite des normes de résidus qui sont produites par cette itération, c'est une suite qui est monotone non croissante. Et sous l'hypothèse que les formes bilinéaires associées à chacun des termes qui apparaissent dans l'opérateur multilinéaire, elles sont continues et coercives, alors il existe une constante telle que la norme du résidu à l'étape k est plus petite ou égale à c puissance k fois R0, c'est-à-dire qu'on converge. Et donc, on a une convergence, donc on a pu construire une méthode pour résoudre des problèmes linéaires avec une convergence monotone, ce qui est une très bonne propriété pour des méthodes du type tenseur. Ce n'est pas toujours le cas et donc c'est assez encourageant. Donc nous avons fait plusieurs cas-tests numériques. Alors pour des raisons de temps, je vais juste montrer un cas-test que nous avons fait sur une équation de la chaleur paramétrique. Donc ici vous voyez une équation de la chaleur, dtu égale nu Laplacien de u avec des conditions de Robin sur les bords. Ici, à droite, vous voyez le domaine. C'est un domaine en forme de L, discrétisé par éléments finis. Donc, en espace oméga x, nous avons utilisé des éléments finis. La discrétisation a été construite avec FreeFM++. On va essayer de trouver, donc on a fixé une condition initiale U0 et on va essayer de calculer la solution de cette équation de la chaleur pour plusieurs valeurs de la diffusion nu, donc qui varie dans un intervalle 0, 1, 1, et pour plusieurs valeurs du paramètre alpha qu'on voit apparaître dans les conditions au bord des Robins, qui varient entre 1 et 10. Donc le domaine oméga 1 et oméga x, oméga 2 est le temps, donc entre 0 et 0,25, oméga 3 est 0,11, oméga 4 est 1,10. Alors, pour discrétiser le problème, nous avons ici, vous voyez le maillage, c'est un maillage qui est assez fin. Nous avons considéré 8000 degrés de liberté éléments finis, donc nous avons utilisé des éléments finis P1. En temps, nous avons considéré des différences finies, en particulier une méthode de l'air implicite, et nous avons considéré juste de la colocation pour les paramètres. Nous avons considéré 1000 valeurs pour la diffusion et 1000 valeurs pour le paramètre alpha des conditions au bord de Robin. Donc, c'est l'équivalent d'1 million de simulations numériques de cette EDP. Donc, si on voulait stocker ce million de solutions, nous aurons besoin à peu près de 1,6 terabytes. Ici, nous essayons d'écrire ce problème comme un problème multilinéaire et d'essayer de le résoudre par une méthode du type tenseur. Donc, comment on procède quand on a ce type de problème? On construit la formulation faible
de l'équation. Donc, très classiquement, de plus, le choix qu'on a fait de discrétisation nous font apparaître des objets auxquels on est habitué et qu'on utilise habituellement quand on discrétise des équations en dérivée partielle. Donc, ça, c'est la formulation faible du problème. Donc, pour toute fonction V1 qui appartient à un champ de oméga x, on injecte la discrétisation en temps et par colocation de l'équation. Donc, on obtient cette expression. Ici, vous voyez, on a le temps tk plus 1, le paramètre nup et alpha q. Ensuite, on utilise une méthode de Galerkin en espace. Comme j'ai dit, on va utiliser des éléments finis. Donc, on va considérer un espace Vnx qui est dense dans H1 de oméga et où on utilise Nx degrés de liberté. On va considérer des fonctions test Vj et on va utiliser V aussi pour représenter la solution. Donc, on a que U de x tk nup alpha q est égal à U chapeau de I1 k pq fois V1. Et donc, quand on injecte cette expression dans la formulation semi-discrète que j'ai présentée ici, nous obtenons plusieurs objets. Donc, une matrice de rigidité ici K1, la matrice de masse M1, la matrice qui représente les termes de Robin. Pour les temps, on a ici cet opérateur des deux et ici, nous avons pour les paramètres ces opérateurs-là qui vont apparaître. Donc, quand on écrit le problème qu'on a formulé ici pour le tenseur U chapeau de I1K PQ, on obtient l'expression qui est là. Et donc là, vous voyez que l'on retrouve l'expression abstraite du problème multilinéaire que j'ai introduit auparavant. Et si on arrive à résoudre ce problème, on peut trouver une solution pour l'équation de la chaleur pour tout temps et pour toute valeur de paramètres. Ici, nous avons fait le choix d'utiliser le format TensorTrain. Donc, je n'ai pas eu le temps de le présenter tout à l'heure. Donc, je propose ici l'expression du format TensorTrain que nous avons utilisé pour aller chercher l'approximation. Et nous l'avons calculé en utilisant l'itération que nous avons vue tout à l'heure. Donc, les rangs N1, N2, N3 ne sont pas fixés a priori, mais elles sont déterminées au fur et à mesure qu'on calcule la solution par l'itération que nous avons vue tout à l'heure. Quels sont les résultats? Donc, nous avons comparé les résultats avec plusieurs méthodes. Donc là, vous voyez les résidus renormalisés en norme 2 en fonction du nombre des itérations. Donc ici, vous voyez que nous avons beaucoup d'itérations de la méthode qu'on a appelée Alternating Direction, donc c'est notre itération, celle qu'on a présentée tout à l'heure, et pas beaucoup d'itérations de TT-GEMRES. Alors, le temps de calcul est le même pour eux deux. C'est que l'itération ADI coûte moins cher dans ces cas-là et beaucoup moins cher que TT-GEMRES. En fait, TT-GEMRES ne converge pas de manière très efficace pour ce type de problème. Alors ça, c'est un phénomène qui est assez intéressant et qu'on peut commencer à investiguer quand on regarde le rang de la solution, c'est-à-dire le nombre. Donc ça, c'est le max du rang, c'est-à-dire le maximum entre le nombre N1, N2, N3 qui détermine le nombre de termes qu'on utilise pour discrétiser notre solution. Et alors, vous voyez que les espaces que la méthode de GEMRES considère pour construire l'approximation de la solution ne sont pas très efficaces pour ce problème-là, pour représenter la solution. Et ici, l'itération de GEMRES arrive avec un résidu qui n'est pas très bon, à plus que 50 en termes de rang. Alors que la méthode Alternating Direction peut produire ici une erreur plus faible avec un rang qui est autour de 22, 23. La différence entre les deux méthodes est dans le choix des espaces d'approximation dans lesquels on va chercher à construire la solution. Ici, avoir un rang qui est plus grand et à parité d'itération, il y a un facteur 3, ça veut dire que l'itération de GEMRES coûte à peu près 9-10 fois plus cher que l'itération ADI. Ce phénomène-là dépend très fortement du problème. Alors, le constat sur l'équation de la chaleur est similaire au constat dans les travaux de Peter Benner et ses co-auteurs pour le système d'interaction fluide-structure. Pour d'autres problèmes, on peut constater que l'itération TT-GEMRES est très efficace et converge plus rapidement, par exemple, que ADI. D'où l'intérêt de commencer à étudier l'extension vers les méthodes de Krylov étendues qui présentent des caractéristiques très encourageantes. Nous avons aussi fait des tests que je ne vais pas montrer aujourd'hui parce que ce sont encore des tests préliminaires
d'utiliser l'itération que j'ai présentée ici à DI pour préconditionner des méthodes du type TTGMRS. Alors, les résultats préliminaires sont plus qu'encourageants parce que pour ce type de stratégie, on voit une convergence très rapide du résidu pour pas mal de problèmes différents. Je vais conclure. Donc, nous sommes en train de travailler sur des méthodes du type tensoriel, donc qui consiste à essayer d'exploiter le principe de séparation de variables pour essayer de construire des représentations parcimonieuses des solutions de systèmes d'équations et dérivées partielles. Les méthodes de type tenseur sont des méthodes où on essaie de construire des approximations en traitant une variable à la fois et de résoudre ainsi le problème quand le problème nous le permet. J'ai montré ici, donc j'ai présenté ici deux idées. Une pour construire des représentations tensorisées par morceaux des solutions et une itération du type Jacobi ou direction alternée pour résoudre des systèmes multilinéaires de manière efficace. Il y a de nombreuses perspectives qui sont en cours. Avec ces deux briques de base, nous sommes en train de considérer la solution de quelques problèmes liés à la théorie cinétique, comme l'équation de Boltzmann dans certains settings. L'équation, donc ça c'est une perspective qu'on va essayer d'aborder prochainement, donc l'équation de Schrödinger en temps, l'équation de Fokker-Planck, et des systèmes paramétriques d'EDP liés à la discrétisation de systèmes fluides et structures avec une stratégie similaire à celle que j'ai présentée tout à l'heure pour l'équation de la chaleur. Nous sommes en train de travailler dans le contexte de la thèse de Maria en collaboration avec Virginie sur des méthodes adaptatives pour construire des formats assez génériques d'approximation tensorisée. La méthode ici qu'on a développée pour les systèmes multilinéaires pose de nombreuses questions qui sont assez intéressantes. Donc, quand on regarde les performances des différentes méthodes pour résoudre des systèmes multilinéaires, on se rend compte que les performances sont assez différentes pour des différents problèmes. C'est une variabilité que l'on constate aussi quand on a des solveurs pour des problèmes linéaires, pour des problèmes que l'on connaît bien, mais disons que pour des systèmes multilinéaires, cette variabilité de comportement semble être un peu accrue. Donc, c'est assez intéressant de comprendre pourquoi, pour certaines équations, certaines méthodes semblent être particulièrement efficaces, au point d'être 9-10 fois plus rapides et de permettre d'avoir des représentations efficaces. Et donc, étudier aussi du point de vue théorique les analogies avec les méthodes de Krylov étendues et comprendre comment construire cette approximation. Et ensuite, avec Laura, nous sommes en train de discuter sur la mise au point des parallélisations efficaces pour toutes ces méthodes que j'ai présentées. Donc, je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions. Merci Damiano, c'était super et très clair et très informatif aussi. Alors, si vous avez des questions à poser, vous levez la main comme d'habitude. En attendant qu'il y ait des questions qui arrivent. Ah, Albert, voilà. Albert a une question. Oui, alors merci pour l'exposé. En fait, j'en avais plusieurs. Donc, juste sur la première slide où tu expliques le contre-exemple de Da Silva, de Vin de Silva, là, enfin, tout au début. Oui. J'ai toujours une curiosité sur ce contre-exemple. Donc en fait, tu as que deux termes effectivement, et ils deviennent très grands. Donc ça veut dire que si on fait évidemment si on fait sur A un algorithme greedy, c'est pas du tout ce qui va sortir ces termes-là, puisque justement les étapes intermédiaires feraient des erreurs très grandes. Et du coup, alors ma question d'abord, c'est est-ce que tu sais quelque chose sur si au lieu de si on impose des restrictions de taille sur chacun des termes et des facteurs, c'est-à-dire si on cherche, est-ce que le problème de la meilleure approximation redevient bien posé? C'est-à-dire, est-ce que le problème mal posé, le caractère mal posé est forcément lié à ce genre de situation? Alors, je suis en train d'étudier la question. Alors, il y a plusieurs travaux. Alors, je pense que ce problème est un peu un problème
intrinsèque quand on a plusieurs variables et donc on ne peut pas facilement le contourner. Donc les travaux de Lim Leng Ek sont des travaux sur la géométrie de ces ensembles et donc c'est la caractéristique géométrique de ces ensembles qui rend difficile ce problème. Alors, je ne sais pas si on propose des régularisations, je ne sais pas si on pourrait essayer de le contourner. Alors, dans ces deux travaux récents, alors effectivement, ce sont des travaux de géométrie, donc je ne les connais pas bien et je suis en train de commencer à les regarder un peu plus en détail. Il semblerait que sur les complexes, donc quand on pense à un complexe, donc déjà on sait que les rangs réels et complexes, quand on a plus que deux variables, sont différents. Le rang complexe est toujours plus petit ou égal au rang réel. Ça a été observé par Kruskal et il y a des exemples sur ça. Mais aussi le problème de la meilleure approximation semblerait être avoir des caractéristiques un peu différentes sur le complexe. Mais je ne suis pas au courant sur des travaux où on propose des régularisations et on essaie de voir. Alors, ce qu'on a vu avec Virginie et Maria, c'était que quand on adapte, par exemple, l'algorithme TTSVD à la construction, justement, un algorithme glouton, on peut arriver à stabiliser aussi 4 termes à la fois. Mais je ne saurais pas donner une réponse définitive à cette question. C'est un problème, en fait, c'est un problème topologique, c'est savoir si cet ensemble est fermé, en fait, l'ensemble des tenseurs de rang comme ça, si en plus on borne, on impose des bornes sur. Voilà. J'avais une autre question, en fait, sur la. Il me semble l'un des problèmes avec cette idée de choses par morceaux, c'est qu'on retombe quand même dans la plaie des grandes dimensions. Enfin, je veux dire, si on coupe, j'ai l'impression que on se mange un peu un peu la queue quand même. C'est-à-dire, ça commence à devenir difficile de partitionner en super grande dimension. Oui, là on le voit, c'est tout à fait, oui. Ça, c'est une stratégie qui est adaptée quand on a très peu de variables, donc jusqu'à 5, 6 variables qui sont potentiellement en 3D. Donc, pour certaines applications, ça pourrait être une solution. Si le nombre de variables est plus grand, non, ce n'est pas une stratégie qui est faisable. Là, on le voit, le nombre de partitions est m à la puissance d, et donc on voit réapparaître la malédiction de la dimension. Donc, effectivement, on ne peut pas partitionner. On le voit aussi ici dans la proposition. On a utilisé que la régularité de f. Donc, on se retrouve sur la boule unitaire de WKP. Donc, la malédiction de la dimension va réapparaître, en fait. Et la toute dernière chose, si je peux me permettre, c'est sur l'exemple montre très bien, l'exemple a montré très bien comment avec l'évolution en temps, au départ, on part de quelque chose qui est bien séparable, et puis après, et on a quand même l'impression en fait que ce qu'il y a vraiment, c'est qu'il y a une structure, ce qu'on pourrait dire, enfin, je ne sais pas, ça donne envie de dire que l'objet que tu as là, quelque chose qui est la composition peut-être de quelque chose de séparable avec un difféomorphisme, une sorte de déformation. Donc, c'est pour ça que ça fait un peu penser, justement, on se dit que les choses comme les réseaux de neurones sont attirantes parce qu'il y a des structures compositionnelles naturelles, mais on pourrait faire peut-être quelque chose de beaucoup plus ad hoc, où il y aurait, on aurait une structure compositionnelle de quelque chose d'assez régulier par quelque chose de faible rang. C'est juste une idée comme ça, mais je ne sais pas comment ça peut on pourrait en faire une méthode numérique, mais ça a l'air d'être un peu... c'est tout à fait, c'est une idée qui est très, très intéressante et nous avons commencé à explorer une idée similaire en collaboration avec Olga et Virginie pour le problème de Fokker-Planck dans lequel on peut voir des structures similaires et donc l'idée c'est de composer des difféomorphismes qu'on peut construire à l'aide d'un transport qui a une certaine expression et une autre approximation de faible rang, par exemple. Et donc, nous sommes en train d'essayer d'explorer un peu la composition de quelque chose de régulier ou des transformations de coordonnées, par exemple, avec d'autres stratégies d'approximation. Merci. Merci. D'autres questions? En attendant l'autre question, donc, au niveau de Vlasov-Poisson, l'un des premiers exemples que tu as donné, tu as fait une décomposition en somme de fonctions qui dépendent de x et t fois des fonctions qui dépendent de v et t. Donc, c'est plus trop de la tensorisation.
enfin, ça reste un petit peu dans l'esprit, mais stricto sensu, on aurait pu avoir simplement RK de XT et SK de V. Oui, oui, tout à fait. Donc, ici, donc, je ne l'ai pas présenté. Alors, dans ce premier travail, nous avons discrétisé en temps l'équation. Donc, nous avons fait du time marching. Donc, nous avons d'abord discrétisé un temps et donc, pour chaque temps, nous avons essayé de minimiser les résidus de l'équation discrétisée en temps par une méthode de Stromer-Verlet. Et on a essayé d'adapter donc les fonctions RK et SK en temps et aussi le nombre de fonctions. Donc, quand on les regarde à chaque étape de temps, dans l'esprit, c'est similaire à la méthode que Markus Bachmeier et Wolfgang Dahmen ont proposée avec d'autres formats, pour d'autres contextes. Ici, c'est adapté avec donc, deux variables du coup, et le système de Vlasov-Poisson discrétisé par un Stromer-Verlet en temps. Mais tout à fait, oui, ici, on pourrait imaginer d'autres types de formats. Oui, tout à fait. OK. Et vers la fin, là, tu as supposé, tu as fait l'hypothèse que ton opérateur A s'écrivait sous la forme d'une tensorisée aussi, donc une somme de produits tensoriels de AI, avec les A qui sont inversibles. Oui. Donc, il y a une hypothèse générale où, pour avoir ce genre de choses où il faut y aller cas par cas. Alors, le problème multilinéaire peut s'écrire de cette manière et donc il faudrait regarder si globalement le problème peut se résoudre, etc. Alors, pour poser théoriquement l'itération que j'ai montrée, on suppose que chacun des termes AI soit inversible. Avec ça, nous avons regardé le cas où certains des termes ne seraient pas inversibles. Alors, dans ce cas-là, on peut continuer à utiliser la méthode. Il y a plusieurs stratégies. La première, ce serait de utiliser juste les termes inversibles pour produire l'itération, et donc garder les autres termes explicitement dans l'itération. Il en faut donc au moins un. Pardon? Il en faut donc au moins un. Au moins un. Oui. La deuxième, ce serait d'utiliser des pseudo-inverses. La troisième, c'est une méthode que nous sommes en train d'utiliser et qui est utilisée aussi pour des méthodes, par exemple, des directions alternées pour des systèmes linéaires, ce serait des shifts. C'est-à-dire que s'il y a une partie qui n'est pas linéaire, on pourrait imaginer de rajouter l'identité et enlever l'identité, ce qui rendrait les termes inversibles. Évidemment, la vitesse de convergence dépend aussi du shift qu'on utilise, comme pour les méthodes pour les systèmes linéaires. Donc, c'est sensible au shift. Ça marche assez bien. Nous sommes en train d'essayer d'évaluer du point de vue théorique et des tests numériques cette partie. Donc, on a ces trois possibilités pour utiliser la méthode. Alors, ce qui semble assez attirant, c'est la première, donc où tu n'inverses pas tous les opérateurs je ne sais pas quel est l'indice là, qui va de 1 à D, mais simplement éventuellement 1. Du coup, si tu n'en inverses qu'un plutôt que les D à la fois, dans le cas où les D sont inversibles, est-ce que tu perds en efficacité? Est-ce que tu en vitesse de convergence? Oui, alors dans certains cas, nous avons vu que la vitesse de convergence est un peu impactée par ça. Donc, nous sommes en train d'essayer de bien caractériser le comportement de la méthode. En particulier, aussi quand on considère, comme je dis, une extension qui est assez naturelle de cette itération, on peut s'affranchir un peu de ces limitations, mais il faut qu'on arrive à bien compléter les tests et aussi les preuves théoriques dans ces cas-là. Très bien. Merci. Des questions? Eh bien, je crois. Moi, j'avais une question. Je ne sais pas si Damiano, tu te rappelles, on a eu un exposé de Julie Deligne il y a un an à peu près, et qui parlait de traitement d'image, si je me souviens bien, avec des méthodes, si je me rappelle bien, avec des notions de Z-tenseur ou quelque chose comme ça. C'est Julie Digne. Oui, Julie Digne, c'est ça.
Et est-ce que ça a un rapport? Est-ce que c'est des méthodes qui ont les mêmes origines ou est-ce que ce sont deux mondes qui sont séparés? Je crois que c'est je crois que c'est différent. Hein. Oui, donc je ne connais pas bien ces travaux, donc je ne connais pas les méthodes de Z-tenseur. Alors, il y a des éléments qui sont communs à pas mal de méthodes du type tenseur. On essaie d'utiliser le principe de séparation de variables. Après, c'est vrai que dans des différents contextes, il y a des problématiques un peu différentes et donc les méthodes commencent à être différentes. Donc, il faudrait regarder en détail ce cas-là. Donc, je ne suis pas à connaissance des méthodes de type Z-tenseur. Donc, Il y avait des mots communs, je me demandais si c'était relié ou pas, mais c'est uniquement une analogie très lointaine. Merci beaucoup pour ton exposé, Damiano. merci. Willy avait une question? Oui, merci beaucoup. Moi, c'est une question un petit peu naïve. C'est concerne l'orthogonalité du coup de certains modes pour une décomposition tensorielle. Est-ce que ça ajoute quelque chose ou est-ce que c'est la même erreur ou finalement est-ce qu'on perd quelque chose si on cherche à orthogonaliser a posteriori certains modes? Donc, alors, il y a plusieurs techniques d'orthogonalisation. Alors, les étapes d'orthogonalisation jouent un rôle dans toutes ces méthodes. Ce sont des étapes donc, dans toutes ces méthodes, il y a des étapes d'orthogonalisation. Ça, c'est comment une méthode du type Tucker, une méthode du type TensorTrain, etc. Donc, aussi dans la méthode que nous avons utilisée avec Virginie pour Vlasov-Poisson, il y a plusieurs étapes où on réorthogonalise les modes. La manière dont on fait l'orthogonalisation peut avoir un impact. On utilise des outils qui sont standards comme la factorisation QR. Donc, il faut faire attention quand on a beaucoup de termes. Par exemple, QR, il y a plusieurs méthodes, donc Modified Gram-Schmidt, avec la réorthogonalisation de Schwarz-Luttichhauser ou, par exemple, les méthodes QR qui sont aussi rank revealing avec pivoting. Donc, on peut choisir la méthode selon le cas pour essayer d'assurer de bonnes performances au niveau numérique. Ok, merci beaucoup. Okay, merci. Bruno? Oui, merci pour l'exposé. C'est Bruno Després là. Alors en fait, une fois, j'avais écouté Lucas, zut, je me souviens plus de son nom de famille, toutes mes excuses pour lui. Einkheimer. Pardon? Einkheimer. Oui, Einkheimer, merci, oui. Qui avait présenté pareillement un résultat, ben voilà, très bien ce slide, merci beaucoup, Einkheimer, de type Vlasov-Poisson. Alors il se passe qu'en fait, quand on fait les calculs d'amortissement Landau en phase linéaire, les calculs analytiques, eh bien, on se rend compte que la solution au premier ordre, la perturbation, se décompose effectivement d'un point de vue théorique, sous la forme qui est indiquée là, avec même nt égale 2 d'ailleurs. Très bien. Et donc, en fait, au début, j'avais été très surpris de la qualité des résultats, mais après, j'avais eu l'impression, en tout cas, que c'était normal que les méthodes de cette classe puissent approcher précisément ce genre de problème de type Vlasov-Poisson qui ont l'air très difficiles. Mais en fait, dans le cas Vlasov-Poisson, la solution est réellement, en quelque sorte, de rang 2, vit réellement dans un espace qu'on peut voir comme un espace de rang 2. Et donc, la question que je me pose maintenant, c'est de comparer le NT, c'est-à-dire en gros la somme, le nombre de termes qu'on met dans cette somme, enfin numériquement, par rapport à ce qu'on peut analyser comme étant la formule théorique, qui est en fait assez basse d'ailleurs. Et vous avez fait ce genre d'analyse ou pas? Alors, nous avons fait plusieurs cas tests. Nous n'avons pas fait l'analyse. Donc, je vois l'argument qui est proposé par Lucas Einkheimer et Christian Lubitsch, justement une analyse théorique autour de l'équilibre pour Vlasov-Poisson. Je pense qu'ils l'ont présenté aussi pour Vlasov-Maxwell. Oui, mais... Et en fait, autour de l'équilibre, c'est vrai que le rang est constant. Ce qui motive leur travail, donc autour de l'équilibre, donc la méthode proposée par Einkheimer et Lubitsch est légèrement différente. C'est une méthode où on fait évoluer une décomposition tensorielle de rang constant.
Oui. Donc, par une dynamique. Quand on est hors équilibre, le rang n'est pas constant. Donc, nous n'avons pas testé proche de l'équilibre. Ça, c'est vrai, nous n'avons pas fait ce test analytique. Alors, a priori, dans la méthode avec Virginie, on a des étapes de récompression. Donc, si le rang est effectivement borné, a priori, on retombe dans le cas où on trouve un rang qui est… Moi, je trouve que c'est déjà spectaculaire que ces classes de méthodes réussissent à retrouver ce genre de… à capturer ce genre de solution de manière automatique, évidemment. C'est ça qui est… Enfin, voilà, merci beaucoup. Merci, merci. Parfait. Merci à tous à la fois pour le bel exposé que tu nous as fait, Damiano, et les questions qui sont venues. Ah bah, il y en a encore. Fatma, tu as levé la main. Oui. Bonjour à tous. J'ai entendu une question sur le tenseur pour le traitement d'image, mais c'est pas la même procédure. Par contre, je voudrais vraiment poser une question sur quand on utilise les tenseurs, c'est par rapport au temps ou par rapport à l'espace? Parce que j'ai… Donc, il y a plusieurs possibilités. Donc, ça dépend aussi de la stratégie. Par exemple, ici, pour l'équation des Vlasov-Poisson, nous avons adopté une approche de type time marching. Donc, nous avons d'abord discrétisé un temps et ensuite, on considère les problèmes d'approximation tensorisés à chaque temps, donc pour des fonctions qui dépendent de x et de v. Dans le cas de l'équation de la chaleur que j'ai montrée vers la fin de l'exposé, nous avons fait le choix d'essayer d'approcher la solution dans un seul coup, dans sa globalité, c'est-à-dire comme une fonction de l'espace, temps et paramètres. Pardon, comme ça. D'accord, donc il y a 4 domaines, oméga x, oméga 2 est les temps, oméga 3 et oméga 4, ce sont les intervalles des paramètres. On essaie de résoudre d'un seul coup cette équation. Donc, en écrivant la solution qui dépend de x, de t, de alpha et de nu comme étant une somme de fonctions qui dépend de x, fois une fonction qui dépend de t, fois une fonction qui dépend d'alpha, fois une fonction qui dépend de nu. De cette manière. OK. Eh bien, voilà. Eh bien, merci. On va pouvoir conclure cette séance. Merci encore, Damiano. Et donc, à très bientôt. Je ne vais pas dire à la semaine prochaine, mais si, je crois que le prochain exposé est effectivement la semaine prochaine. La dernière fois, je m'étais planté. Et donc, à très bientôt. Bon week-end, bonne continuation. Merci, bon week-end. Au revoir.